Bonjour. Ça va très bien, vous? Ça marche? Ça va bien? Je laisse ouvert. Hein? Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Pardon, donc j'ai le plaisir de vous présenter, accompagné par la candidate et future députée de Mercier, Mme Michèle Blanc, et la députée de Chicoutimi, et candidate aux élections évidemment, Mme Mireille Jean, le chef du Parti québécois, M. Jean-François Lisée. Bonjour à tous, donc entouré de mon duo dynamique numérique, Mireille qui depuis 2 ans maintenant est porte-parole pour les questions numériques, et Michèle Blanc qui a consacré sa vie aux questions du numérique et qui, d'après ce que j'ai lu sur Twitter, avait très hâte à ce jour. C'est une annonce qu'on a travaillé tous les trois depuis quelques semaines, sinon plus. Et on sait qu'on est face à un mur de scepticisme. Ça fait depuis 2003 que le Parti libéral promet de brancher tout le Québec. Et on apprenait récemment qu'ils ont branché personne au cours des 2 dernières années. 0 personne. Et que sur la révolution numérique que doit connaître le gouvernement du Québec dans ses liens avec les citoyens, on est allé ces 20 dernières années de déception en déception, en déception, en déception. Alors, on a une grosse côte à remonter à plusieurs égards. Et c'est sûr que si on propose toujours la même chose, on arrivera toujours à la même déception. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le Parti québécois propose une nouvelle approche, qui est proposée par aucun parti pour arriver à ces objectifs-là. Et il y a une chose que peu de gens savent, parce qu'on a tous, ou presque, Internet chez soi, sauf 200 à 300 000 foyers au Québec qui ne l'ont toujours pas, c'est que ceux qui l'ont et ceux qui ont de la fibre optique jusqu'à leur ordinateur sont très peu nombreux. À Montréal, qui devrait être le lieu le mieux branché au Québec, il y a moins de 2 % des gens qui ont vraiment la fibre optique jusqu'à leur ordinateur. Ils ont la fibre optique à la rue, ils ont du cuivre jusqu'à l'ordinateur. Ce qui fait qu'ils ne sont pas prêts du tout pour les prochaines générations, l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, de trafic sur la bande passante. Et donc, alors que les libéraux puis la CAQ vous parlent de continuer à subventionner les entreprises privées pour qu'ils finissent de brancher le Québec avec du cuivre, nous, aujourd'hui, on vous dit non. On est déjà en retard sur plusieurs nations, sur la qualité de notre branchement, puis on va arrêter de subventionner des compagnies, puis on va se mettre à investir. Investir, pourquoi? Parce qu'au 21e siècle, là où on en est, investir dans la fibre optique pour l'ensemble de la population du Québec, c'est l'investissement le plus enrichissant possible. Enrichissant pour les citoyens, pour les entreprises, pour les start-up, enrichissant pour les régions, parce que tous ceux qui veulent s'installer en région pour créer des entreprises ont l'absolue nécessité d'avoir accès à de la fibre optique jusqu'à la maison. Enrichissant pour les investisseurs. Je ne sais pas si vous avez vu récemment les bilans financiers de Vidéotron et de Bell et de Rogers. Ça va très bien. Enrichissant pour l'État, parce que les études dont on vous parle dans la note qu'on vous a distribuée indiquent que si on branche à la fibre optique 100 % du territoire, ça provoque une augmentation de la richesse nationale de 2,4 %. 2,4 % de croissance supplémentaire, c'est plus que doubler la croissance du Québec si on y arrive. Ce sont des études de l'OCDE et des études d'Industrie Canada, parce qu'il y a un endroit, à Toronto, où Bell Canada a investi 1 milliard de dollars pour mettre de la vraie fibre optique jusqu'aux maisons, aux entreprises, et ça a généré 3 milliards de dollars de retombées économiques sur le PIB de Toronto. Alors donc, le changement d'approche pour le branchement, c'est de dire non,
dans 4 ans, là, avec les libéraux puis la CAQ, vous allez avoir du cuivre partout. Ça, on leur laisse ça. Nous, on dit, dans 4 ans, avec le Parti québécois, vous allez avoir de la fibre optique partout, y compris à Montréal, y compris dans les lieux qui sont déjà branchés, mais qui sont sous-branchés. Alors, comment on va faire ça? Si on avait une feuille blanche, si personne n'était branché à rien, ça coûterait à peu près 3 milliards. Ce qui est une somme importante, mais pas stratosphérique. Mais les gens sont déjà branchés. C'est-à-dire que l'infrastructure de fibre optique existe déjà dans les rues et dans la plupart des régions. Et même Hydro-Québec a une structure de fibre optique interrégionale existante. Alors, il y a des gens qui disent, bien, on devrait nationaliser ou on devrait concurrencer. Bien, ces deux solutions-là ajoutent des coûts. Alors, nous, on va créer un partenariat. Plutôt que de financer les compagnies de télécommunications, on va créer à Investissement Québec une filiale qui va s'appeler Numérique Québec, qui va avoir des fonds d'investissement, qui a déjà des fonds d'investissement avec Investissement Québec. On lui ajoute 240 millions au PQI et on lui dit, mettez autour de la table Vidéotron, Bell, TELUS, tous ceux qui sont actifs sur le territoire québécois. Hydro-Québec, pour 2 raisons. D'abord, ils ont déjà un réseau qui peut déjà brancher 20 000 maisons de plus. Ils ont la capacité d'extensionner ce réseau. En plus, ils ont une ressource pas tout à fait naturelle, mais extraordinaire importante, des poteaux partout au Québec. Des poteaux. Des poteaux. Des poteaux. Des poteaux, Québec. OK. Des poteaux à Montréal, des poteaux à Québec, qui ne sont pas utilisés en ce moment pour le branchement des maisons, et que s'ils sont mis à contribution, va faciliter énormément le travail de branchement, et des MRC, des villes et des régions, qui ont déjà compris qu'il fallait investir plutôt que subventionner, et qui sont déjà dans le marché parce qu'ils savent que ça va créer pour eux un revenu permanent intéressant. Et donc, on va mettre tous ces gens-là autour de la table et on va dire, bon, investissons ensemble pour le branchement à la fibre optique de tout le Québec et tirons les profits ensemble de la génération de revenus que ça va amener. Et donc, notre objectif, c'est de mettre en commun une infrastructure commune et la développer et en tirer des revenus de façon commune. C'est la façon la plus économe, la plus rapide et celle qui dit à tous les acteurs, participez à ça, on va tous s'enrichir. Mais on ne vous donne pas $1 de subvention. Parce que nous aussi, on veut participer à ce pactole pour l'État, investisseurs, pour les MRC, pour les villes. Et ce consortium, dirigé par Numérique Québec, où on est dans la cabine de pilotage pour une fois. On ne sera pas à la remorque des telcos, on va être dans la cabine de pilotage. On va dire la priorité pour être maître d'œuvre dans une région, bien, ça va être la région. Le premier choix, si la MRC veut le faire, ça va être la MRC. Si la ville veut le faire, ça va être la ville. Pourquoi? Parce que nos expériences récentes, des 3 dernières années, montrent que quand c'est les élus locaux et régionaux qui décident de le faire, ça va très, très vite. Puis ils s'en occupent. Puis ils font en sorte que jusqu'au bout du rang, la fibre optique se rend. Puis là, il peut y avoir... Puis moi, j'ai visité des fermes laitières, plusieurs, et je vois comment l'informatique est maintenant complètement intégrée à la vie des vaches. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça. Alors ça, c'est la proposition phare, complètement différente de qui que ce soit d'autre, qu'on avance. Pour le cellulaire, ben c'est la même chose. C'est le même consortium qui va dire, écoutez, il y avait 2 choix, tenir un G7 dans chaque région du Québec pour assurer une desserte rapide. Ça a été fait dans Charlevoix, mais ça nous semble trop difficile à organiser. Et donc, ce qu'on va faire, c'est ce consortium va avoir le rôle d'investir et de prendre les revenus de la couverture totale du Québec en cellulaire. Il y a un moment clé qui arrive, c'est les enchères sur le 5G, qui s'en vient dans 1 an, 1 an et demi. Ça arrive, là. Tout le monde se prépare à ça. Alors, Numérique Québec pourra être un joueur dans les enchères. On va dire, écoutez, si on n'arrive pas à une entente pour desservir tout le Québec,
bien, il va falloir que j'y aille. Et je pense que les telcos ne voudront pas qu'il y aille. C'est ça qu'on va s'entendre. On va s'entendre. Alors, cet investissement payant pour tous va être extrêmement important pour tout le Québec. Maintenant, le branchement, c'est une chose. Ce qu'on fait avec Internet, c'en est une autre. Et je vais demander à Michel Blanc de vous conduire sur certains des engagements et ensuite Mireille Jean. Michel? Merci. Bon matin tout le monde. Vous savez, il y a un petit pays en Europe qui s'appelle l'Estonie. L'Estonie a développé une technologie qui s'appelle X-Road. Et si vous allez sur Google et que vous tapez X-Road, il y a un petit vidéo de 3 minutes qui vous explique dans le détail c'est quoi. Et le temps que vous écoutez la vidéo de 3 minutes, l'Estonie a sauvé 240 heures de travail de ses fonctionnaires à cause de cette technologie-là. Cette technologie-là, ça fait quoi? C'est que ça permet à tous les ministères de partager des documents et ça permet aux citoyens de n'avoir qu'une identité numérique. Et évidemment, bien, ça permet à l'Estonie d'être le premier gouvernement sans papier dans le monde. Et le monde entier se tourne vers l'Estonie pour comprendre comment ils ont fait ça. Alors nous, on va mettre le Québec sur le chemin de l'identité numérique en permettant à toute personne physique ou morale d'interagir avec l'État de manière totalement numérique et sans papier. Deuxième annonce, on va créer un Conseil national du numérique qui serait formé de représentants reconnus de l'ensemble des secteurs d'activité et de la société civile. Ce Conseil du numérique-là, les ministères, avant de faire des changements majeurs ou de prendre des décisions qui ont trait au numérique, devra consulter ce Conseil-là. Ce Conseil-là va être formé de spécialistes du droit des technologies, de sociologues, peut-être même d'historiens et de gens de la société civile et d'ingénieurs en informatique. Pourquoi on va faire ce Conseil du numérique? Depuis des années, le gouvernement est en réaction aux Uber, Amazon et Netflix de ce monde, au lieu d'être proactif. Depuis des années, on a de la misère à comprendre comment adapter la société à ces enjeux qui touchent absolument tout. Alors, le Conseil du numérique, ça va être un conseil de sages qui va nous aider à prévoir, qui va nous aider à être proactifs face à ces changements majeurs qui touchent tous les aspects de la société. Et finalement, il y a plusieurs geeks qui nous écoutent. Ils vont être heureux d'apprendre qu'on va se doter d'une véritable politique de développement du logiciel libre. Un gouvernement du Parti québécois va donner priorité au logiciel libre et aux standards ouverts de façon générale dans tous les projets numériques de l'État. Cette priorité peut être inscrite dans une loi et les modalités d'application précisées dans un décret. On va aussi adopter des principes, des normes et un manuel pour la conception et le design des services publics numériques. Moi, je suis très près d'un organisme qui s'appelle Vues et Voix et Canal M, qui est un organisme sans but lucratif qui est dédié aux personnes handicapées. Et c'est triste que trop des sites web gouvernementaux et des services gouvernementaux n'aient pas développé les bonnes pratiques de développement web pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir lire ce qui se retrouve sur le web avec leurs machines qui sont destinées pour ça, strictement parce que nos gouvernements ne respectent pas les standards permettant aux personnes non-voyantes de naviguer sur le web. On va changer ça. Merci. Bonjour tout le monde. Ça fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la politique numérique du Parti québécois. Le numérique est extrêmement important en 2018 parce qu'il touche directement au bien-être de la population. Il touche aussi sur la productivité de l'ensemble de notre industrie québécoise. C'est très important qu'on puisse avoir une politique numérique solide pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. On a des politiques de base qui ont été présentées. Il y en a une qui n'a pas encore été vue, ni présentée, ni même pensée
par les autres partis, et c'est celle-là que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une politique numérique qui touche le manufacturier, les manufacturiers québécois. Au Québec, on compte sur une communauté, une panoplie d'entreprises manufacturières vraiment fortes et pas nécessairement numérisées. On compte aussi sur une communauté du numérique très forte aussi, donc une compétence à ce niveau-là, et une communauté aussi sur la prise de propriété intellectuelle. Je vous dis où est-ce que je veux en venir. Pour nos entreprises manufacturières, oui, il faut prendre le cap du numérique. On leur dit, faut que vous soyez branchés Internet, ça va de soi. Faut que vous ayez des sites web transactionnels, ça va de soi. Là, maintenant, on dit, il faut que la ligne de production soit automatisée, donc numérisée. Bien, moi aussi, ça va de soi. Actuellement, ça se limite à ça, les propositions du numérique. Nous, on va plus loin parce qu'on dit qu'on peut aller plus loin. Nos entreprises manufacturières fabriquent parfois des produits qui sont considérés comme moins intelligents. Pensons par exemple à un lampadaire. Un lampadaire, c'est fait pour éclairer une rue ou éclairer un espace. Un lampadaire intelligent, c'est un lampadaire qui intègre un composant électronique ou un composant numérique qui permet d'accumuler des données, qui permet de les traiter et qui permet de les transmettre. Ça veut dire que notre lampadaire, muni d'une capacité intelligente, ramasse l'information, en fait le traitement et la diffuse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nos manufacturiers? Ça veut dire que le produit qui est considéré comme un produit de base éclairant devient un produit qui a de nouveaux marchés, qui a des nouveaux débouchés. Premièrement, il devient le premier à offrir des services supplémentaires avec son équipement. Donc, il y a une capacité d'aller prendre des marchés locaux, oui, mais des marchés extérieurs. Il y a une capacité de revendre à ses propres clients parce qu'il y a des informations ou des caractéristiques supplémentaires qui sont offertes. Mais plus que ça encore, il y a une capacité de vente qui a la plus de valeur en 2018, c'est-à-dire des données, ou d'offrir des données, ou du traitement de données, ou une valeur ajoutée. Donc, ce qu'on propose au Parti québécois dans notre politique numérique, c'est de faire un chantier québécois, de faire le tour des manufacturiers au Québec, de leur offrir la possibilité de faire de l'idéation avec le groupe du numérique, avec les gens de propriété intellectuelle et avec le manufacturier pour voir comment un équipement, un produit qu'on manufacture ici au Québec, qui est considéré comme mou, qui est considéré comme non technologique, pourrait avoir la chance de devenir technologique. Lorsque l'idéation est faite, c'est-à-dire qu'on a une bonne idée, dans notre politique, on proposera la possibilité à cette idée-là de devenir un projet pilote, donc de donner aussi la capacité à l'entreprise de développer l'idée qui a été vue dans l'idéation et de pouvoir voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Et lorsque ça fonctionne et que le potentiel est réel, à ce moment-là, on en fait une industrialisation, on en fait un vrai produit qui pourrait être offert à la population ou sur le marché par le manufacturier. Au niveau des données, naturellement, qu'on produira au Québec, je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quel point ça serait intéressant d'avoir des milliers de produits qui seraient sur le terrain, qui ramasseraient des données et qu'on pourrait devenir des producteurs de données, des producteurs d'informations. Et je le répète, en 2018, c'est là où on a le plus de valeur financière à aller gagner. Donc, on deviendrait l'espace, si j'aurais tendance à dire le pays, qui prendrait les devants au niveau de la capacité de générer, de traiter et de produire et de commercialiser des données. Donc, ça, c'est la partie au niveau du manufacturier numérique qu'on propose dans notre politique numérique. Il y a plein de détails que je pourrais répondre tout à l'heure s'il y a des questions. Autre sujet important que tout le monde va se poser la question, qu'est-ce qui arrive au Québec avec les chaînes de blocs, les fameux blockchains? Ça touche une ressource naturelle ou une ressource importante qu'on a ici au Québec, c'est-à-dire l'utilisation d'électricité. On sait que l'utilisation du blockchain, surtout dans le crypto-monnaie, demande énormément de capacité électrique et le territoire du Québec devient un territoire très attirant, très alléchant pour les entrepreneurs et les entreprises qui désirent entrer dans ce domaine. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement du Québec, le gouvernement libéral, c'est comme retiré. Même la ministre Anglade a dit ça me concerne pas, ça concerne Hydro-Québec. Bien, j'ai une nouvelle à dire aujourd'hui, c'est qu'il faut. Hydro-Québec est un joueur important, certes, parce que c'est Hydro-Québec qui s'occupe de produire et de gérer l'électricité qu'on a ici. Et son mandat, c'est de faire en sorte qu'elle soit utilisée de façon la plus rentable possible, la plus équitable possible par rapport à la population. Mais c'est pas Hydro-Québec qui va décider s'il y a une application qui est éthique ou non, ou qui est acceptable ou non pour la population. D'où la crypto-monnaie. La crypto-monnaie qui est un domaine intéressant, certes, mais qui crée peu d'emplois, qui crée peu de retombées économiques. Donc, un gros attention là-dessus. Et c'est au gouvernement à faire en sorte d'encadrer qu'est-ce qui se passe avec la crypto-monnaie. Au niveau du Parti québécois, ce qu'on privilégie,
c'est l'utilisation pour les blockchains, qui était quand même un domaine porteur d'économie actuellement et pour le futur. Donc, il ne faut pas s'en retirer loin de là. Il faut, par exemple, regarder plus loin. Le blockchain ou la chaîne de blocs peut s'appliquer à d'autres choses que la crypto-monnaie, peut s'appliquer à des applications comme le vote, peut s'appliquer à des applications comme les contrats, la gestion des contrats, peut s'appliquer au niveau de la gestion des droits d'auteur. Donc, il y a des applications intéressantes qui sont à faire avec ça. L'idée maintenant, oui, la masse est au niveau de la crypto-monnaie, c'est d'utiliser cette manne-là et de faire en sorte que lorsqu'une entreprise en crypto-monnaie a à utiliser l'électricité verte et peu dispendieuse du Québec et en plus notre environnement qui est plus froid qu'ailleurs, c'est de faire des ententes qui feront en sorte que ça nous rapporte. Ça rapporte ou bien des sous à Hydro-Québec, ou bien ça crée des emplois, ou ça fait des retombées scientifiques ou technologiques, donc imposer peut-être aussi de faire de la recherche avec nos centres de recherche universitaires. Bref, l'idée, c'est de faire en sorte que oui, ce domaine-là est intéressant, oui, il faut embarquer, mais le rôle du gouvernement est d'encadrer pour faire en sorte que, un, ce déploiement-là soit éthique et responsable vis-à-vis de la population, et que, deux, on puisse en retirer les vrais profits qui sont mérités, et non pas seulement qu'à quelques compagnies qui pourront en tirer profit. Voilà ce que j'avais à vous présenter ce matin. Merci beaucoup. Merci Mireille. Juste pour compléter, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et à faire, sur les fermes de serveurs gouvernementaux. En ce moment, les données, vos données, les données des gens qui nous écoutent, sont stockées dans l'info nuagique beaucoup américain. Et on sait depuis Edward Snowden que ce n'est pas une bonne idée, que la confidentialité de ces données-là est à risque, pour dire le moins. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer des fermes de serveurs québécois sous la responsabilité du gouvernement québécois qui va protéger la confidentialité des données québécoises. Créer un institut de recherche réunissant les plus grands cerveaux informatiques universitaires du Québec et de nombreux collaborateurs, ça existait déjà avec le Cyrano, qui a une très forte réputation, appelé Laboratoire universitaire Bell. Nous voulons recréer cet institut indépendant qui pourra nous servir, nous conseiller. Et là où tu as été applaudi dans ton débat hier soir ou avant-hier? Hier après-midi. Hier après-midi. C'est lorsqu'on a repris une idée libérale. On dit, ah, vous ne prenez jamais d'idée chez les libéraux. Oui, on prend une idée chez les libéraux. Malheureusement, eux-mêmes ne l'ont pas repris. Hein? L'idée de 2003. De 2003, d'Henri-François Gautrin, qui disait dans son rapport, Michel, tu avais participé à ce rapport-là? Eh bien, j'avais participé à l'idée même. Même, OK. Ah, c'est ton idée que Gautrin a repris. C'est peut-être pour ça que les libéraux n'ont pas pris. Mais c'est de dire, écoutez, là, les contrats gouvernementaux en informatique sont gigantesques. Mais le tissu de petites entreprises où il y a du talent est aussi gigantesque et est laissé sur le côté. Alors, l'idée toute simple, c'est de dire que les grosses firmes qui obtiendront des contrats gouvernementaux devront sous-traiter l'équivalent de 10 % des montants obtenus à des firmes informatiques de petite taille. Alors, c'est considérable. C'est considérable. Et donc, ça donne une chance à la prochaine génération, des gens qui sont en train d'inventer le Québec et la planète de demain dans leur garage, dans leur sous-sol ou dans un des locaux de cette maison de l'innovation qui est au cœur de la créativité. Et nommer un ministre responsable du numérique pour avoir un poids politique important sur ce sujet. Cool. Alors voilà, on a réussi à résumer ça comme ça. Donc, on s'excuse d'avoir été bref, mais c'est probablement lorsqu'on sera à la fin du deuxième mandat et qu'on regardera qu'est-ce qu'on a fait de plus structurant pour la richesse du Québec, à part l'indépendance du Québec, qui sera faite à la fin du deuxième mandat, on reviendra à ce jour en disant ouais, on a doublé la croissance économique du Québec parce qu'on a pris la décision de mettre tous les partenaires autour d'une table et de mettre de la fibre optique jusqu'à chaque entrepreneur, chaque travailleur autonome, chaque ferme, chaque personne au Québec. Merci. Merci. J'ai le goût d'applaudir. Merci. Ben, merci, on s'applaudit. Merci, mesdames. Merci, M. Lisée. On va passer à la période de questions. Merci d'avoir une question sur question. Le micro est derrière les caméras et on débute par Mme Marceau, Radio-Canada. Bonjour, M. Lisée. Bonjour, Mme Blanc, Mme Jean. Petite question sur l'annonce du jour. Vous avez une approche différente, bien sûr, de celle de Québec solidaire, mais disons que les deux, vous voulez un petit peu lutter contre le cartel des télécommunications, ce qui se fait actuellement. Donc, en quoi, vraiment, est-ce que cette façon-là serait meilleure, par exemple, que l'annonce qui a été faite par Québec solidaire? Bien, c'est parce qu'elle est beaucoup plus économe. Elle veut faire participer les joueurs actuels. On ne considère pas que c'est des ennemis,
On veut que ce soit des partenaires. Ils ont déjà fait sur presque toutes les rues du Québec, la technologie existe. La fibre est là sur la rue. Elle ne va pas jusqu'à la maison. Alors nous, on pense que ce serait du gaspillage de remettre la fibre sur toutes les rues. Elle est déjà là et parfois en double. Alors, ce n'est pas une bonne idée de la mettre en triple. Alors, ce qu'on veut, c'est l'investissement le plus efficace, le plus rapide, le plus économe. Et ça passe par un partenariat d'investisseurs actuels et nouveaux, c'est-à-dire l'État et Hydro-Québec seront des nouveaux investisseurs. C'est de loin, beaucoup mieux, rapide, respectueux et efficace. Avez-vous chiffré ces économies? Ben oui, c'est-à-dire que si on voulait partir à zéro, ça coûterait 3,5 milliards. On ne part pas à zéro. Donc, on est à moins d'1 milliard d'investissements conjoints. Donc, pour nous, au Québec, on a déjà mis un quart de milliard disponible dans notre PQI. On va distribuer l'investissement auprès des telcos. On pense que la Caisse de dépôt, ça va l'intéresser. On va lui dire, regardez, on est ouvert, notre porte est ouverte, ils veulent faire de l'argent, ils vont sûrement venir. On sait que des MRC, des villes, des régions veulent investir parce qu'ils s'aperçoivent que c'est une source de revenus permanente pour l'avenir. Alors donc, c'est beaucoup plus léger, mais avec un impact massif sur la croissance du Québec. Peut-être sur un autre sujet, j'aimerais juste vous entendre, vous et Mme Blanc, sur quel est le message que vous avez envie d'envoyer aujourd'hui à la communauté acidique. Est-ce que Mme Blanc a fait la paix avec ses propos ainsi que ses propos concernant M. Camus? Écoutez, vous n'étiez pas dans la campagne avant, mais on a répondu à toutes ces questions sous tous les angles et on n'a rien à ajouter. Mais vous êtes là en personne, puis on aimerait bien entendre quand même Mme Blanc sur ce sujet. M. Lisée est extrêmement éloquent et il a mieux répondu que je ne l'aurais fait moi-même sur toutes ces questions. Merci. Madame Lamarche, TVA. Pour ceux qui étaient là depuis le début de la campagne, on n'a pas entendu Mme Blanc sur les deux controverses qui sont arrivées en cours de campagne. Je veux vous poser la question par rapport aux Juifs acidiques. Est-ce que vous regrettez votre blog de 2007? Il y a un politicien que j'admire qui s'appelle Winston Churchill et qui avait une expression qu'il aimait beaucoup et qu'il utilisait très, très, très souvent. Pas de commentaire. C'était Churchill, c'est quand même pas mal. Mais vous êtes à l'aise, Mme Blanc, avec le fait de ne pas vous expliquer du tout aux médias nationaux. Vous avez pris beaucoup de temps dans cette campagne, peut-être au-delà des annonces. On aimerait vous entendre sur le blog et peut-être la blague que M. Lisée a qualifiée d'humour noir, le fameux tweet sur Hitler, s'il vous plaît. À ce que je sache, c'est la première fois que je prends de la place dans les médias nationaux depuis que la campagne est commencée. Pour les autres sujets qui ont été mis en exergue par les médias nationaux eux-mêmes, pas de commentaire. Merci. Donc, c'est de la faute des médias parce qu'on a rapporté des controverses que le B'nai B'rith a mentionnées et que M. Camus a mentionnées? Vous avez dit que ça avait pris de la place. Vous avez raison. On a commenté ça pendant plusieurs jours sur tous les angles. On n'a rien ajouté. M. Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour, Mme Blanc. Pourquoi est-ce que les Juifs acidiques devraient quitter le centre-ville et aller vivre à l'orée de la civilisation? On a commenté ça sous tous les angles. Non. On n'a rien à ajouter. Mme Blanc, pourquoi est-ce que les Juifs acidiques devraient quitter le centre-ville? Parce que là, on vous accuse d'être intolérante, voire même raciste. On vous offre l'occasion de vous défendre, d'expliquer clairement votre pensée à l'époque. Juste, on aimerait vous entendre. J'ai parlé avec Mme Blanc au moment où les questions étaient posées. Je me suis fait son avocat. On a répondu à toutes ces questions sous tous les angles. M. Lisée, vous refusez de répondre aux questions sur la meute, sur les propos jugés intolérants par Mme Blanc. Ça laisse une impression qui peut être négative. On aimerait entendre Mme Blanc répondre aux questions à ce sujet. La seule chose que je n'ai pas encore été accusé aujourd'hui, c'est d'être une geek. Et je suis ici pour parler de numérique. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions qui s'intéressent au numérique. Merci. Vous posez la question dans votre billet de blog « Suis-je raciste ?» Vous n'avez pas répondu à la question vous-même. Votre billet de blog demande « Suis-je raciste ?» Quelle est votre réponse? J'ai répondu à toutes ces questions-là. Après avoir parlé à Mme Blanc, on n'a rien ajouté aujourd'hui.
D'accord. Une question connexe qui n'est pas la même question. Est-ce que Mme Blanc est ministrable et est-ce que Mme Blanc nuit à votre campagne? Mme Blanc a des compétences remarquables sur le numérique. Et aujourd'hui, on est très, très content de pouvoir utiliser cette compétence. Et la proposition complètement originale qu'on fait aujourd'hui n'existerait pas sans la compétence de Mme Blanc. Alors, contrairement à mes collègues qui tiennent pour acquis le vote des Québécois et font déjà leur Conseil des ministres, je suis respectueux du vote et je ferai le Conseil des ministres avec tous les candidats et j'espère, Mireille, et j'espère, Michel et plusieurs autres, que les Québécois vont élire, mais je ne fais pas le Conseil des ministres avant que les Québécois votent. Ma question était, est-ce que Mme Blanc est une des personnes qui pourrait composer le Conseil des ministres? Je ne fais pas le Conseil des ministres avant l'élection. Merci. M. Croteau, la Bonjour tout le monde. Madame Blanc, vous briguez les suffrages dans Mercier. Est-ce que vous estimez que les citoyens de Mercier sont en droit de savoir ce que vous pensez de la communauté juive hassidique? Je vais répondre pour Mme Blanc. Nous avons répondu à toutes ces questions sous tous les angles. Estimez-vous avoir fourni une réponse satisfaisante aux électeurs de Mercier qui devront choisir le 1er octobre pour qui voter? Oui. Pourquoi? Je crois que c'est satisfaisant. Retournez voir les notes. Pendant 2 jours, on a répondu à toutes ces questions sur les principes, sur l'importance de défendre des principes, dont la liberté d'expression, et on a couvert tous les angles. Est-ce que les électeurs ne seraient pas en droit d'entendre Mme Blanc elle-même, pourtant? Parce qu'on vous a entendu, vous, mais moi, je ne me souviens pas, je suis nouveau sur la campagne, alors corrigez-moi si j'ai tort, mais je n'ai pas entendu Mme Blanc, puis je pense que les électeurs ne l'ont pas entendu non plus sur cette question. J'ai été le porte-parole de Mme Blanc là-dessus. Elle est parfaitement d'accord avec ce que j'ai dit. Alors, ça va être ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'une annonce substantielle, finalement, pendant cette annonce, toutes les questions portent sur les écrits passés de Mme Blanc? C'est votre choix. Moi, mes réponses portent sur une annonce substantielle et je vous fais confiance pour faire le tri entre ce qui est principal et secondaire. Monsieur Dion, Radio-Canada. Je vais poursuivre dans la même lignée. Madame Blanc, pouvez-vous aller au micro? J'ai une question par rapport à si vous étiez, par exemple, potentiel ministre dans un gouvernement péquiste, ministre du numérique, est-ce que vous auriez toute la crédibilité pour intervenir auprès des investisseurs, pour intervenir auprès de la communauté économique après ce qui a été déclaré de votre part dans les dernières années? C'est difficile à elle pour répondre. Je vais lui laisser répondre. Mais moi, ma réponse est oui, parce que je sais que Mme Blanc, ces dernières années, a été embauchée par tout ce qui bouge, grouille et grenouille dans le milieu numérique au Québec pour sa grande compétence. Et les acteurs du numérique au Québec savent que c'est une des meilleures au Québec là-dessus. Michel? Il vient de tout dire encore une fois. Non, mais pourquoi vous seriez crédible, pourquoi vous seriez-vous crédible avec tout ce qui s'est dit? Parce que vous êtes entaché par ça, Mme Blanc. C'est vous qui décidez ça. Alors, les gens jugeront. Les gens jugeront. Tout est sur la table, tout est public. On a tout expliqué, on a tout... Okay. Elle allait répondre, là. J'allais répondre, justement. Tout a été dit. Pour moi, la page est tournée. Et moi, je regarde la campagne avec positivisme et avec plein d'idées numériques. Est-ce que ça vous met mal à l'aise aujourd'hui, ce qui se passe? C'est prévisible. Ça fait partie de la campagne. C'est normal. Question sur l'annonce du jour. J'en ai une. Est-ce que vous pensez... est-ce que vous avez parlé aux Bell, Rogers, TELUS, etc., avant de faire cette annonce aujourd'hui? Parce que est-ce que vous avez l'assurance qu'ils vont vouloir collaborer avec un Numérique Québec ou faire cavalier seul? Ou... Alors, ce sont des gens que je connais bien, y compris ceux de Bell, et je connais bien leur modèle d'affaires, je connais bien leur intérêt pour le Québec, je connais bien le caractère compétitif dans lequel ils sont. Évidemment, il n'y a jamais une entreprise qui va appuyer l'idée d'un parti politique qui est en campagne. Alors non, j'aurais pas envoyé d'informations qu'on vous donne pas à vous d'abord. On parle aux électeurs, on parle aux influenceurs. S'ils souhaitent réagir, ils le feront. Mais écoutez, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est nous voulons être vos partenaires. Nous voulons être vos partenaires pour que tous nous nous enrichissions.
c'est une offre difficile à refuser. Et n'est-ce pas une subvention déguisée dans une certaine mesure à 200? Je pense que vous allez vouloir avoir une question sur le sujet du jour. Là. Oui, soyez tolérants. Est-ce que c'est pas une subvention déguisée quelque part de dire, on va chercher 240 millions dans le PQI pour faire l'investissement, parce qu'à quelque part, on peut le perdre aussi, l'investissement, là, quand on fait l'investissement? On va investir. Alors, c'est fini les subventions. Ce que la CAQ puis ce que les libéraux proposent, puis qu'ils ont fait pendant des années, c'est subventionner. Nous, c'est fini. On ne subventionne plus personne. On investit, puis on va avoir un rendement sur chaque dollar d'investissement. Et on sait que tous ceux qui ont investi dans la fibre optique sur la planète Terre depuis 20 ans ont fait de l'argent. Alors, on a hâte d'en faire aussi pour les Québécois, pour le Trésor québécois et pour enrichir tout le Québec. Madame Marin, presse canadienne. Bonjour à tous les trois. Madame Blanc, la première question qui vous a été posée par ma collègue, Madame Marceau, sur le message que vous aviez pour la communauté assidique, vous avez répondu que M. Lisée avait répondu pour vous, qu'il le faisait de façon très éloquente. Et à 2 autres réponses par la suite, vous avez dit pas de commentaire. Si vous êtes élu, vous ne considérez pas que c'est une de vos responsabilités, une de vos obligations de répondre aux questions, des questions des médias, oui, mais qui sont en fait des questions pour les citoyens? Je vais laisser Michel répondre, mais c'est la liberté d'expression. Vous pouvez poser les questions que vous voulez et nous pouvons donner les réponses que nous voulons. Et parfois, notre réponse, c'est « on a déjà répondu » ou « pas de commentaire ». Ça fait partie de la liberté des uns et des autres. Michel? Le plus grand politicien, peut-être, du 20e siècle s'appelait Sir Winston Churchill. C'est un homme qui, s'il se présentait aujourd'hui, plusieurs personnes trouveraient que ce n'est pas une personne qui est digne d'être un politicien. Pourtant, il a sauvé l'Occident de la Deuxième Grande Guerre. Il est un des acteurs extrêmement forts. Et il y a une expression qu'il aimait beaucoup utiliser et qu'il utilisait fréquemment. Et cette expression est « pas de commentaire ». Mais vous ne trouvez pas que ça fait partie de vos obligations de député, si vous êtes élu, de vous expliquer, d'expliquer votre position sur diverses choses à vos électeurs? If it's good enough for Winston, it's good enough for Michel. Et le Parti québécois nous avait promis une campagne de transparence depuis le début. C'est un des thèmes que vous avez énormément utilisé. Vous ne trouvez pas qu'il y a un manque de transparence ici, qu'on n'est pas capable d'avoir des explications d'une candidate qui veut être élue envers la population sur ses propos, sur ce qu'elle pense d'une communauté qui existe ici à Montréal? Elle a écrit des tweets, elle a écrit des excuses, elle a retiré des propos qu'elle a tenus pendant la campagne et son chef a répondu à toutes les questions pendant 2 ou 3 jours. Alors, je pense qu'on a été extraordinairement transparent. Puis, sur un autre sujet, le débat anglais s'en vient très bientôt. Vous êtes en préparation, vous nous l'avez dit hier. Vous n'êtes pas encore allé à la rencontre de la communauté anglophone. Il n'y a pas eu d'événement auprès de cette communauté-là, dans un centre communautaire avec des gens qui militent pour certains droits des anglophones ici. Vous ne trouviez pas que c'était important de le faire? Je n'ai pas fini la campagne. Il y a beaucoup d'anglophones qui sont venus à plusieurs événements dans les circonscriptions, dans Maurice Richard en particulier. Il y avait des anglophones à Pointe-aux-Trembles lorsqu'il y avait 1300 personnes. J'en ai vu dans mon comté de Rosemont, des anglophones que je connais qui sont venus aussi à nos rassemblements. Donc, je vois des anglophones un peu partout là où je vais. Et puis, c'est majeur que lorsque le consortium anglophone a proposé le débat, j'ai été le premier à dire oui. Alors, je pense que c'est un geste de tendre la main aux anglophones que je connais bien parce que pendant 1 an et demi, j'étais ministre responsable des anglophones. Je les ai beaucoup rencontrés et depuis que je suis chef, j'ai eu plusieurs rencontres aussi avec des groupes d'anglophones, des représentants de différentes communautés aussi qui sont majoritairement anglophones. Alors, je pense que je suis probablement, depuis René Lévesque, le chef du Parti québécois le mieux connecté sur la communauté anglophone. Mais en 24 jours de campagne, vous n'avez pas jugé bon d'aller les rencontrer chez eux? Je ne suis pas allé en Abitibi encore, je ne suis pas allé dans Gatineau encore, et donc la campagne n'est pas terminée. Très rapidement, on va passer en anglais par la suite. Une explication.
Vous avez, depuis le début de la campagne, quand la controverse est arrivée autour de Mme Blanc, défendu des principes, dont celui de la liberté d'expression. Vous nous dites ce matin, j'ai donné toutes les explications. Sauf votre respect, vous n'avez donné aucune explication sur la forme ou le fond du blog ou du tweet. Est-ce qu'il ne serait pas transparent, M. Lisée, de le faire ce matin, s'il vous plaît? Je suis désolé de vous contredire, Mme Lamarche. J'ai répondu à plusieurs questions sur la forme et sur le fond. Je vous invite à revoir vos notes des jours derniers. On a passé 2 jours là-dessus, sur l'ensemble des angles de ce sujet. Monsieur On va Lisée, en anglais par la suite, s'il vous plaît, M. Croteau. Monsieur Lisée, avez-vous muselé Mme Blanc? La liberté d'expression, c'est la liberté de s'exprimer au moment où on le veut, la liberté de parler d'autres sujets au moment où on le veut. Ce sujet a été traité en long et en large, et nous avons choisi de parler d'un autre sujet aujourd'hui. Vous avez le droit de poser des questions, nous avons droit à nos réponses. Madame Blanc, en tout respect, il me semble que ce n'est pas votre style de vous laisser museler. Est-ce le cas? Aimez-vous ça? Il me semble que c'est pas dans votre nature. Étonnamment, depuis 2 semaines, j'ai rien dit sur le sujet parce que je trouve que M. Lisée l'a fait d'une façon incroyable. Et je pense que je vous prouve justement que c'est mon style d'être capable d'être réservé quand c'est le temps, et que c'est mon style d'être capable d'être froide quand c'est le temps. Et encore une fois, j'ai été extrêmement touché des réponses sincères, senties et brillantes que vous a données mon chef, M. Jean-François Lisée. Merci. C'est votre décision de ne pas parler de ça aujourd'hui, Mme Blanc? Est-ce que c'est votre décision de ne pas parler de ça aujourd'hui? Dans mon enfance, j'ai fait beaucoup de sport d'équipe. Je suis une fille d'équipe, alors oui. Merci. On passe en anglais. Chris? C'est intéressant parce que les gens, on voit comme la capacité de discipline de Mme Blanc est admirable. Merci. Admirable. Monsieur Lisée, quand c'est des questions au sujet d'un député, d'un autre chef, vous demandez que la personne se présente, rende des comptes. Dans le cas de M. Kerr, par exemple, vous avez voulu que la personne s'explique. Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas Mme Blanc s'expliquer? D'abord, elle s'est expliquée avec des tweets sur des choses qu'elle pas a sur les dites jeux pendant la fastidiques, campagne. Sur les jeux fastidiques, on n'a pas entendu un seul mot de Mme Blanc. J'ai été son porte-parole et nous l'avons fait pendant 3 jours. Monsieur Curtis. Sur les jeux fastidiques, on n'a pas entendu un mot de Mme Blanc. Je m'excuse de vous contredire, mais sur ces blogs d'il y a 11 ans, j'ai répondu à des questions pendant 2 jours. Êtes-vous à l'aise avec le fait que la communauté jeux fastidiques vive de façon reclue au centre-ville, M. Lisée? J'ai répondu à toutes ces questions pendant pas sur le 2 fond. jours. Pas sur le fond? Pendant 2 jours, j'ai répondu à toutes ces questions. M. Curtis, de Gazette. Madame Blanc, if I can just break the fourth wall for a second. You seem like from a very warm person, a very kind person, a funny person, an engaging person, and a person who has faced a lot of systemic discrimination and a lot of adversity in your life. Now, could you use that same empathy to say that this other group of people, you may not like them and they may annoy you, but they have faced an incredible level of discrimination themselves and continue to do so across the world. Can you tap into that empathy that you have from your own experiences and say, maybe I crossed the line, maybe I went too far? Well, we discussed that, and we firmly believe in the right to have a religion, to practice a religion, and to the right to criticize a religion. And that Yeah, well, but on that specific point of that specific neighborhood, it, again, may not be popular with everyone. There may be certain local grievances and annoyances, but living in a society together isn't always comfortable, and I think one of those uncomfortable things is to have a press conference where 90% of the questions deal with this one thing that doesn't get answered. So can we, even if it's in French, just get something? We firmly believe in the right to practice religion, and we firmly believe in the right to criticize religions. On the fiber optics issue, are there specific plans to get this? When you say 100% of Quebec, we're talking Nunavik, we're talking
remote indigenous communities? Are there jurisdictional issues there when it comes to federal, provincial? You would know better than me, but I don't think so, because although telecommunications is a federal field, there's no impediment for the Quebec government to invest, to do what has been done in the last few years, to ensure that the service is rendered in peripheral places. I think for the First Nations, in the meeting we'll have in the first 100 days, that I really look forward to this meeting. One of the big topics will be manpower. How can we involve more members of the Aboriginal nations and Inuit into the labor market, thanks to the shortage we have now, but also how can we be partners with them as local governments in providing internet services to these communities. Merci, Monsieur Curtis. Madame. Madame Blanc, in English again. There are some in the Jewish community that say that by not commenting on these controversies and on these statements that you made, that you're essentially supporting and standing by your words. What do you say to that? I'm going to take the questions in English. If our position here would be that a private citizen does not have the right to criticize a religion in a blog, we would wipe out all the freedom we got since the Dark Ages. We will not do that. There's a difference between a private citizen and someone running for office, and also criticizing and advocating for people to leave in a neighborhood en masse, specifically a group of people for whom leaving a place en masse brings certain events. I stand by these principles. Madame Blanc, you answered this in French, but in English, is this your decision not to speak on this issue today? It's my decision, and as a famous politician from the 20th century, which is called Sir Winston Churchill, one of his favorite expressions, which he used very often, is no comment. And just on today's announcement as well, could you explain what kind of investment are we talking about? How much is this going to cost Quebec taxpayers? Well, what has been done in the last few years is just take taxpayers' money and give it to telecommunications companies, private companies, for them to make more profit. Our model is completely different. We're going to take $250 million that would have been given in grants, and we're going to invest it, and we're going to have return on this investment. And we're going to bring to the table the telecommunications company, Hydro-Quebec, the municipalities and regions that already have woken up to the fact that if they themselves invest, they will have better service and a return on their investment, to make sure that jointly, in the most economic fashion, in the sense that we don't want to double or triple the wiring all across Quebec. One good wire would do the trick at a lower cost to bring real fiber, not copper, real fiber to every house enterprise in Quebec. Merci. Merci. Dernière question en anglais, madame. First one's for Monsieur Lisée. Just a little bit about, our French colleagues touched on this, the debate that's going to be on Monday, the English debate. What's your strategy going into the debate to appeal to Anglophone voters who sometimes hold reservations regarding the PQ? Well, the great interest of this debate is, for the first time, English-speaking community members will have unfiltered access for 2 hours to the 4 candidates. And I think that is a major achievement. And what I will convey is that I'm not saying something different in French and in English. And my guide here is René Lévesque, how he was for independence, for an official and common language that was French, but that he would defend against all comers the rights of the English community in Quebec. And he did that very well. And that's my template. And I want to convey that as well on Monday. And just regarding today's announcement, what are some of the challenges with this plan to bring fiber optics to 100% of the province?
Well, the technical difficulty is nil. We know exactly how to do that. Exactly. We have thousands of technicians who know how to do that. The challenge is to make sure that at the lowest cost possible, with all the players in the same room, we achieve not copper, but fiber optics to every house and enterprise in Quebec in short order. And we know that once we do this, the growth of GDP can be as much as 2.5%. It's a major enrichment of Quebec, of cities, and of people. And so that's why it's so, we're so enthusiastic about this approach that no other party has, and that is the most pragmatic, ambitious and pragmatic at the same time. And do you foresee perhaps any challenges just getting like communications companies and investors on board? You mentioned that it's more of a partnership as opposed to like subsidiaries. I mean, it's a partnership. There's no nationalization, nothing of the sort. It's a partnership. You're already in the field. You've done already tremendous work. There's more to be done, and we'll do this together. We'll invest together, and we'll take the profits together, and we'll all be richer for it. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde.